Bonjour, bienvenue pour cette conférence « Comprendre et investir ». Le thème d'aujourd'hui, c'est une synthèse du monde financier, dans une première partie. Ensuite, nous allons tirer les enseignements de cette synthèse et réfléchir à ce qu'il faudrait faire, voir ce qu'il faut faire. Et ensuite, nous terminerons par nos propositions. Dès que l'on parle de finances, on doit faire toujours un petit retour en arrière, c'est-à-dire dans les années 80. Que s'est-il passé dans les années 80? Tout simplement la révolution financière et économique. Très peu de gens en parlent, c'est bien dommage, parce que tout ce que nous connaissons aujourd'hui provient de cette révolution financière. Avant cette révolution financière, très peu de gens étaient en bourse. Il y avait des particuliers, qu'on appelait bien souvent des boursicoteurs, qui étaient des gens avertis, et les professionnels, agents de change ou autres. Que faisaient ces personnes? Ils allaient sur le marché boursier pour s'échanger un volume de titres en essayant d'avoir le prix qu'ils voulaient. J'insiste bien sur le volume de titres. C'est primordial. Pourquoi? Parce que si vous allez vous échanger 10 titres à un cours, mettons, de 10 €, il y a un vrai prix. Il y a eu un échange. Cette notion d'échange pour un prix est très importante. Car à partir de la révolution financière des années 80, que s'est-il passé? Il n'y a plus, dans l'information financière que l'on vous donne, de crédibilité en termes de volume. Et oui, on prend le cours de l'échange de 17h30, donc en fin de journée, et on le communique à tout le monde, comme si ce prix qui a été réalisé pour un volume, pour un faible volume, était réalisable par tout le monde. Imaginez-vous l'inflation à la hausse ou à la baisse, l'inflation à la baisse. On vous dit vous êtes tous riches ou tous pauvres. Je schématise, c'est uniquement un titre pédagogique. Quand les fonds communs de placement ou les SICAV progressent pendant quelques années à la hausse, mécaniquement, tout va bien. Et il suffit qu'il y ait un mouvement arrière pour qu'on crie tout de suite à la catastrophe et autres. Faisons de nouveau une petite analyse du passé. À partir du moment où on a voulu faire la révolution financière, on a changé toutes les règles applicables. Toutes. Étonnamment, nous sommes passés d'un système qui était très simple. On allait en bourse, les gens qui y allaient, c'était un lieu d'échange. C'était la bourse des valeurs financières. Que s'est-il passé à partir des années, fin des années 80? On a commencé à retirer tous les garde-fous de ce système, ce qui a amené à toutes les dérives actuelles. Je me permets de prendre un papier et de vous faire le rappel suivant. 1983, fin de la tutelle du Trésor sur le circuit financier. Entre guillemets, l'État se retire. Ni plus ni moins, à tout point de vue. Pire, quand l'État veut émettre de l'argent, il doit payer un intérêt. 1985, les réformes bancaires. 1985, le MATIF. Alors là, c'est le marché à terme des investissements financiers. Et là, on a dû lever l'exception de jeu instaurée en 1936. Cette exception de jeu était dans le domaine financier, interdisait tout dérive du marché financier pour en faire un jeu de spéculation pure. 1985, on retire ce garde-fou qui avait été mis après les crises des fin des années 20. 84-88, la réforme des marchés financiers. Fin du monopole des agents de change. Je vous rappelle, avant la Révolution, il y avait les boursicoteurs et les agents de change. Boursicoteurs, c'était des pros, particuliers, mais des professionnels. Après, toute la partie professionnelle tombe, la banque, on devient sur un marché qui est normalisé. On fait une norme, la norme est aujourd'hui de dire le cours à 17h30 est applicable par tout le monde, et on vous annonce, même au journal de 13h, quand il y a une information à mi-journée, le CAC 40 a pris 1 ou 2%, et vous allez voir que ça ne veut absolument rien dire. Pire, ça a des conséquences catastrophiques en termes d'information et en termes de comportement des épargnants. Je ne parlerai pas des vendeurs de produits. Dans les années 87-88, on crée le CAC au 31 décembre 1987, qui devient opérationnel le 15 juin 1988.
Que se passe-t-il à partir de ce moment-là? Avant, on s'échangeait des titres, et maintenant on a créé un indice censé représenter une évolution, l'évolution des marchés boursiers. À partir de ce moment-là, vous aurez bien compris que l'indice censé représenter l'évolution du marché financier est totalement faux. Parce que lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se contente de prendre le cours réalisé à 17h30 par les titres qui rentrent dans le panel du CAC 40, d'en faire une moyenne, avec une formule relativement simple, et de dire, en fin de journée, voilà, le CAC a monté ou a baissé. Je vous rappelle que là, on ne tient pas compte du volume. C'est important. Est-ce que c'est parce que 0,20% des Français ont joué un jeu de grattage quelconque à 17h30 et grattent et que l'on dit à tout le monde, ben, vous avez gagné la même chose que ceux qui ont gagné à 17h30 ou perdu, si personne n'a gagné. En bourse, c'est le cas. On dit, vous avez tous gagné. Et vous avez des commentaires tous les jours, le CAC 40 a monté pour telle raison, ah il a baissé parce qu'il y avait tel problème, et en fait ce qui faisait peur hier ne fait plus peur le lendemain. Et l'information médiatique que l'on vous sert, comme la pâtée tous les jours, en fait, n'est que l'exutoire à un système qui est totalement incohérent. Suis-je un hurluberlu, un illuminé? Eh bien nous allons y répondre, ensemble. La comptabilité permet 3 choix. Si les volumes échangés en bourse sont cohérents avec le montant géré, eh bien on peut prendre ce qu'on appelle la valorisation mark-to-market. La valeur de marché, on estime qu'elle est tout à fait cohérente, puisqu'il y aurait eu un volume très fortement, qui aurait très fortement été échangé sur le marché, donc il y a une crédibilité pour la majeure partie des porteurs de parts. Un exemple, vous avez 10 000 titres d'un titre X, par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, et il s'en est échangé 25 000 dans la journée d'hier. Bon. Il est clair qu'il y a une certaine cohérence. Vous avez 10 000 titres, il s'en est échangé 25 000 hier. Bon, c'est quelque chose qui a une certaine cohérence en soi de prendre le cours de ce jour-là. S'il n'y a pas assez de volume, on a 2 options possibles. Soit on prend une comparaison, donc le système peut dire, ben voilà, le cours d'hier, on ne peut pas vous l'appliquer parce que vous aviez un volume beaucoup trop important par rapport à ce qui était échangé sur le marché hier. Donc si vous aviez dû faire une opération, vous auriez déstabilisé le cours. Donc on va prendre simplement soit une comparaison avec un autre domaine ou une autre période dans l'année, ou soit on va prendre une formule. On va prendre un modèle mathématique qui va permettre de vous donner une évaluation qui soit plus cohérente que de prendre le cours. Aujourd'hui, de ces 3 options, une seule est prise, c'est le mark-to-market. Vous êtes systématiquement, l'information qu'on vous donne, c'est systématiquement le prix du marché extrapolé à tout le monde. 10 titres échangés hier, vous en possédez 1 million, on va vous dire que si vous deviez vendre demain le million, eh bien vous pourriez le vendre au même cours qu'hier. C'est complètement stupide, c'est complètement aberrant. Quelles sont les conséquences de ceci? Les informations que l'on vous communique n'ont aucune crédibilité de réalisation. Pire, c'est que quand on vous annonce ces performances dans les palmarès ou autres, on vous dit bien que les performances du passé ne présagent pas des performances du futur. Mais en disant cela, on vous dit les performances du passé qui ont servi à votre décisionnel pour acheter tel ou tel fonds commun de placement ou SICAV étaient réalisables par tout le monde. Or que c'est un fait avéré qu'elles ne sont réalisables absolument pas par la majeure partie des personnes. Donc, aujourd'hui, ce système d'information boursier est totalement obsolète, à tout point de vue. Premièrement, des informations au moment de l'acquisition des fonds, sur les performances passées, sur les réalisations possibles. Deuxièmement, sur ces performances sont adjointes des formules mathématiques avec des produits dérivés pour quantité de titres. Et les États sont lésés puisqu'ils calculent certaines statistiques sur cette valorisation comptable qui est annoncée comme un prix réalisable. Or, qu'il n'est pas réalisable. Donc, il y a toute une chaîne de conséquences de ce choix comptable qui est catastrophique. Exemple, on vous dit, le CAC, il est monté à 4002. Il n'a jamais monté à 4002. Il a monté à 4002 pour les gens, les professionnels qui comprennent ce que cela veut dire. Mais dire à tout le monde, lors des journaux télévisés, voilà, le CAC est à 4002, attention, il va baisser à 4100 ou autre, ça n'a vraiment aucune espèce d'importance. Sauf que ça a des conséquences en termes de choix financiers par les particuliers qui
qui peuvent s'avérer catastrophiques. Quand tout va bien, vous êtes riche. Quand tout va mal, vous êtes pauvre. Le seul problème, c'est que quand vous étiez riche, vous pensiez riche, vous consommiez comme si vous aviez effectivement ce capital, soit vous achetiez après des biens immobiliers en mettant votre argent en garantie, soit vous avez une consommation débridée, et avec la loi des grands nombres, ça a totalement perverti le système économique. Cette notion est très importante. Avant la révolution financière, il n'y avait que les gens qui s'échangeaient un volume. Après, on tombe vraiment dans l'hypocrisie et la stupidité la plus totale. Trouveriez-vous normal que tous les soirs, on vous dise, vous allez dans une boulangerie, vous allez acheter votre baguette et que le boulanger vous dise, bah, écoutez, j'ai plus que 4 baguettes, je les mets aux enchères. Et votre baguette, mettons qu'il y a quelqu'un qui a absolument besoin d'une baguette ce soir-là, elle monte à 6 €, et que le lendemain matin, on vous dise à tout le monde, ben voilà, la baguette, le prix est à 6 € aujourd'hui. Tout ça parce qu'il y a quelqu'un qui a acheté une baguette et qui a fait le forcing sur le prix. En bourse, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc le choix comptable qui a été pris est complètement délirant à tout point de vue. De nouveau, suis-je ignoré bien lu ? Eh bien écoutez, je vous propose de voir, je vais vous lire quelques déclarations qui sont faites par des professionnels. La première déclaration, c'était par M. Le Petit, l'ancien président de la Commission des opérations de bourse, un des anciens présidents, qui déclarait dans le Revenu du 11 décembre 2012 « Les gendarmes des marchés se laissent selon lui manipuler par un petit nombre d'acteurs abusant de leur pouvoir. » Il ne les nomme pas, et ici c'était l'autorité comptable qui ferme les yeux, qui laisse faire, tout en sachant que le choix qui est pris n'est pas un choix légal. Il y a un texte, le principe de base au niveau des textes juridiques boursiers, c'est l'égalité des porteurs de parts. C'est-à-dire que si je vous donne une information, il faut qu'il y ait une certaine égalité avec tous les porteurs de parts. Vous comprendrez très vite que lorsque je vous dis qu'un fonds commun de placement a fait 25% depuis quelques mois, alors que je sais pertinemment que c'est irréalisable pour la majeure partie des porteurs de parts, que je ne respecte pas la loi. Eh bien, le choix comptable qui est fait actuellement ne respecte aucune loi. Ce fait un petit peu étonnant a été mis en exergue par Madame Marie-Anne Frison-Roche, professeure de droit économique à l'Institut d'études politiques de Paris et spécialiste du droit de régulation, dont elle a fondé la doctrine en France. Donc vous avez une personne qui a autorité et dont l'honnêteté et la compétence n'est absolument pas comparable avec certains acteurs financiers. Cette personne déclare dans Acteur public du 29 mai 2012 « La vraie rupture serait que les États et les responsables politiques s'intéressent de près à la régulation financière et reprennent la main. Les règles prudentielles et les normes comptables sont aujourd'hui quasi exclusivement élaborées par des professionnels. Ce n'est pas simple. Juridiquement, ces organismes n'ont aucun statut, ni aucune légitimité, et pourtant, leurs décisions ont une influence majeure sur la finance et l'économie mondiale. » Que dire ? Une personne qui a fondé la doctrine. Vous avez M. Prada, ancien président également de la Commission des opérations de bourse. Les problèmes de valorisation sont au cœur des crises. C'est là un véritable paradoxe au regard du rôle central joué par les problèmes de valorisation des actifs dans les dernières crises qui ont secoué nos économies. Je vous rappelle que c'est quand même un ancien président de la Commission des opérations de bourse qui dit cela. L'heure est aujourd'hui une refondation de l'évaluation financière qui doit concerner tant les pratiques de la place, de la profession et sa déontologie. Jean-Pierre Jouyet, l'ancien président de l'AMF, qui est parti il y a quelques mois, qui déclarait dans les Échos du 2 juillet 2012 « Enfin, les normes comptables devront être regardées de très près, notamment dès qu'il s'agit de comptabiliser à la valeur de marché qui ne peut que générer une forte volatilité. » Et pour cause, on est dans une pyramide inversée. Quelques titres échangés et on extrapole ce cours, mais à des quantités phénoménales de titres. Qu'est-ce qui se passe ? L'économie réelle, c'est le bas de la pyramide, et tout le reste, c'est tous les marchés dérivés qui parient sur cette volatilité, qui est une volatilité comptable. C'est bien la comptabilité en extrapolant un cours qui dit à tout le monde, vous êtes riche ou vous êtes pauvre. Donc il y a une très forte hausse et très forte baisse sur les cours qu'on vous annonce en fin de journée.
Donc qu'est-ce qui se passe? Là, on a un support pour tous les paris, toutes les dérives des marchés financiers. Sans ce support qui fait de fortes hausses et de fortes baisses, on ne parierait pas sur des titres qui font 0,02 ou 0,03 par jour. Par contre, si ces titres-là commencent à faire plus 1, plus 2, moins 3, là on a un support de variation, de détournement de l'argent, du vol des États et du vol des épargnants. Je dis bien du vol, parce que c'est du vol. À titre d'exemple, prenons deux cas. Exemple, le CAC 40 d'hier. On vous dit que le CAC 40 hier a perdu moins 0,61%. De nouveau, c'est bien l'extrapolation d'un cours qui a été réalisé par un petit nombre de titres en fin de journée, qui est extrapolé à tous les porteurs de parts. En ce qui nous concerne, nous réfléchissons, nous bâtissons tous nos raisonnements sur la valeur humainement responsable du CAC d'hier. Quelle est cette valeur? Eh bien, la valeur humainement responsable est différente du CAC que l'on vous annonce. On vous annonce, vous, le CAC de la variation spéculative du jour. Les spéculateurs, c'est une information pour les spéculateurs. Est-ce que vous êtes un acheteur-vendeur quotidien? Non. Cette information, quelque part, a très peu d'intérêt pour vous. Ce qui compte pour vous, c'est la variation humainement responsable de ce CAC 40, donc le CAC 40 VHR, qui, elle, prend le montant perdu ou gagné par les spéculateurs du jour et le divise sur l'ensemble des porteurs de parts au titre du principe légal d'égalité des porteurs de parts. Cette information ne vous donne pas le cours auquel vous pourriez vendre vos titres ou acheter les titres, mais c'est une information qui vous permet d'avoir une certaine compréhension de l'évolution boursière. Très important, le cours d'hier est un cours qui n'aurait été réalisé par personne d'autre que par les spéculateurs. Très important. D'accord? Ça, c'est vraiment primordial. Donc, en CAC VHR hier, donc on divise la perte d'hier sur tous les porteurs de parts. Eh bien, la perte d'hier est de 0,0038%. Avouez que ça change quand même par rapport à 0,61%. Imaginez-vous, 0,61%, vous multipliez par 250 jours de bourse, ça fait quand même pas mal. Hein? Si nous faisons un simple ratio entre les 0,038% et les 0,61%, il y a un effet de levier de 159,53. 159,53, pardon, c'est l'effet de levier du choix comptable de vous donner la valeur de marché comme référence. Je vous rappelle que nous sommes bien en pyramide inversée. L'économie réelle, c'est ce qui est investi sur les sociétés. Et tous les produits dérivés qui sont au-dessus, c'est quoi? C'est des paris qui sont faits sur cet effet de levier, qui est un effet de levier purement comptable. J'insiste bien. On vous présente ça comme des valeurs financières. Ce ne sont pas des valeurs financières, ce sont des valorisations comptables. C'est une compréhension conceptuelle. Le concept comptable dit que tout le monde est riche en fonction de ce qu'ont gagné si la bourse est positive en fin de journée, et tout le monde est pauvre, je schématise naturellement, si elle a baissé. C'est un concept comptable, ça n'a rien de réel. Par contre, parfois ce concept comptable aboutit à des erreurs de fiscalité. Exemple pour les personnes qui sont à l'ISF. C'est soit le dernier jour de bourse dans leur évaluation patrimoniale, soit des 30 derniers jours. On ne tient absolument pas compte de la faisabilité de ce cours. Donc je ne suis pas certain que là, la base soit légale pour le calcul de l'ISF. C'est une parenthèse. Donc ce qui est important pour vous, c'est la variation humainement responsable. Retenez-le, tous les jours elle est recalculée pour certains indices sur le site www.agencedecotation.ihr.com. C'est bien l'information humainement responsable. Est-ce que c'est humainement responsable de vous dire que vous êtes aussi riche que les spéculateurs qui ont gagné hier, ou que vous devenez aussi pauvre que pauvres, entre guillemets, parce qu'ils ont perdu hier? Ça n'a rien d'humainement responsable, ça n'a rien de responsable du tout d'ailleurs. Si nous prenons un cas un peu plus caractéristique de cette évidence, je dirais de non-cohérence entre la comptabilité et la réalité financière, on va prendre le cas d'AGEAS Fortis la semaine dernière. On vous dit la semaine dernière, il a perdu 9,75%. La semaine dernière, un jour, l'AGEAS, le titre AGEAS a perdu 9,75%. Imaginez-vous, c'est énorme. 10 jours à moins 9,75%, il ne reste rien de cette société. De ses employés, ni de tout le monde. Hein.
Si on regarde bien, il y a eu 4 271 000 titres d'échangés ce jour-là. Et en fait, il y a 215 millions de titres au global. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un mouvement sur les titres de 1,85%. Et comme les spéculateurs du jour ont spéculé à la baisse, ou ceux qui ont dû vendre ont perdu, à 17h30, parce que dans la journée, il y en a qui ont gagné, c'est bien 17h30, on estime que le cours à 17h30, ça équivaut à une baisse de 9,75%. Si on tient compte des volumes, donc en valeur IHR, en valeur humainement responsable, en valeur VHR, la baisse de 9,75 devient une baisse de 0,19. Eh oui, n'oubliez pas la pyramide inversée de l'effet de la comptabilité. Voilà un très bel exemple où une société, 10 jours avec cet effet comptable complètement délirant, il n'y a plus de société. Voilà. Vous avez deux cas qui sont vraiment des cas spécifiques entre le CAC d'hier, qui se renouvelle tous les jours, et AGS. Encore 2-3 articles, parce que c'est important que vous voyez que c'est pas, ce qu'on vous raconte, c'est pas du baratin, passez-moi l'expression. Vous avez M. Orléans, qui est au comité scientifique de l'AMF, dans Trends.be, du 22 janvier 2012, les prix sur lesquels reposent les marchés financiers sont tronqués, pour ne pas dire totalement faux. C'est quelqu'un qui est au comité scientifique de l'AMF et qui est un très très grand professeur d'université. Noël Aminck, professeur de finance et directeur de l'EDEC, et qui est également au comité scientifique de l'AMF, dans la tribune du 19 avril 2010. La crise a mis en lumière les différences entre la liquidité des fonds et celle des sous-jacents qui la composent. Et oui, quand vous avez des fonds communs de placement qui sont investis sur des titres, différents titres, et qu'on ne vous donne pas l'information du cours par rapport au volume réellement échangé, eh bien, il y a des gros problèmes. Quand la mode est, entre guillemets, parce que tout le monde, pendant quelques années, on vous dit que vous avez un portefeuille qui monte mécaniquement de 10, 20%, ainsi de suite. Et en fait, ce n'est que de la valorisation comptable. C'est bien, l'information importante, c'est quel est le cours en valeur IHR, en valeur qui tient compte de la faiblesse des volumes. Il va même plus loin. Il dit « Les régulateurs et la Commission européenne ont une lourde responsabilité dans la crise de liquidité de nombreux produits financiers. » En fait, il a raison d'un côté. Mais de l'autre côté, c'est bien le choix comptable qui crée cela. Ce sont les règles comptables, le choix de la règle comptable. Paul-Henri de la Porte-du-Teil, alors lui, c'est le président de l'association de gestion financière. C'est tous les professionnels, gérants, sociétés de gestion de portefeuille. Dans la gestion, nous avons focalisé sur le couple rendement-risque en oubliant la liquidité qui semblait aller de soi. L'effet de ciseau entre un passif qui décollecte et un actif liquide peut être très douloureux. Et oui, si on dit que vous êtes tous riches et puis qu'un jour, il y a une petite crise et puis que vous voulez tous vendre, c'est clair que là, la transparence se fait. Le problème des volumes. Vous étiez riche mais sans volume, et après vous êtes pauvre parce qu'il y a du volume. C'était dans les Échos du 18 mai 2009. Et pourtant, vous avez un des hauts cadres de l'AMF, M. De Giulini, qui avait connecté, écrit dans la tribune du 6 décembre 2010, l'évaluation financière est si peu encadrée qu'elle fait presque figure d'anomalie dans l'univers réglementé de la finance, pour cause. Avec l'essor du concept de juste valeur, donc, qui ne tient pas compte de la faiblesse des volumes, l'évaluation est apparue comme le maillon faible de l'information financière. L'AMF n'exclut pas la possibilité de faire référence à terme aux standards de l'IVSC, mais ne se prononce pas à ce jour en faveur de normes précises et contraignantes. Ça veut dire que l'AMF couvre la situation actuelle. C'est paradoxal, puisqu'elle est là pour sauvegarder les épargnants. Cela dit, il est toujours facile de critiquer, mais ce n'est pas toujours aussi facile de pouvoir changer très vite les choses. Donc ça, je ne doute pas que l'AMF va faire quelque chose dans le futur, puisque le vœu du président actuel de l'AMF, c'est de redonner du sens à la finance. Il va plus loin. Dès lors que les marchés, alors là c'est Jean-Paul Gaudin, donc dans Confrontation Europe, qui est un homme politique européen, dès lors que les marchés deviennent illiquides, les évaluations ne font que refléter le pessimisme ou l'optimisme des rares participants, ce qui est la réalité, dont le comportement ressort alors de phénomènes de horde déclenchant de brutales variations de valeur des actifs à la hausse comme à la baisse. Les cracks sont des cracks comptables qui deviennent financiers parce qu'on a pris ce chiffre comptable en ne le retraitant pas par les volumes. Je vais arrêter d'être aussi lourd sur ce principe-là, mais c'est très important. Et pour terminer, je voudrais vous citer quelques articles de loi européen, profil de risque et de rendement. Article 38. Le risque qu'une position dans le portefeuille de l'OPCVM puisse être cédée, liquidée, clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant
ainsi la capacité de l'EPCVM, donc le Fonds commun de placement ou la SICA ou autre, à se conformer à tout moment à l'article 84. C'est-à-dire que là, le droit européen insiste bien, si on ne tient pas compte du risque de liquidité, là, on est en tort, en infraction par rapport au droit européen. Règlement général de l'AMF, article 322. L'article règlement général de l'AMF, dans sa version applicable, pose une obligation de promotion d'intérêt des mandants. Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est l'intérêt des mandants, des porteurs de parts, d'avoir une information qui ne tient pas compte des volumes? Vous aurez tout de suite compris que non, ça ne respecte pas l'article de l'AMF. Vous devez avoir une information que vous trouvez dans la presse people financière ou dans la presse technique financière, mais qui doit être retraitée par un professionnel. C'est impératif. Vous avez l'article 314, règlement général de l'AMF toujours. L'information que l'on vous donne doit être suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie auquel elle s'adresse. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclaration, avertissement important. Ou avertissement important. À votre avis, quand on parle d'information financière, de performance, quand vous voyez des comparatifs de performance, des gens qui, vous aviez un professionnel il y a quelque temps qui disait « mes bonnes recettes pour gagner en bourse », bon, peut-être dans les bouquins de Tefal ou autre chose pour les recettes, mais il n'y a pas de recettes en bourse. La seule chose, c'est quoi? C'est acheter et vendre. C'est ça la recette en bourse. Ce n'est que ça. Vous avez d'autres textes, code monétaire et financier. L'ensemble des professionnels doivent se comporter avec loyauté et agir avec équité, avec la compétence, le soin et la diligence. Donc il faut bien que vous traitiez des professionnels qui retraitent l'information. Sans cela, vous êtes dépendant de concepts comptables qui n'ont aucune crédibilité financière. Pour l'instant, on va s'arrêter là parce que ça fait quand même un certain nombre de minutes que j'insiste là-dessus. On va passer à ce qu'il faudrait faire, voir ce qu'il faut faire et à nos propositions. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, absolument, c'est sortir de ce système d'information qui n'a ni queue ni tête. Comment sortir? Eh bien, par la valeur humainement responsable. Il faut doubler la variation de la spéculation du jour, le CAC 40 VSJ, qui n'intéresse que les spéculateurs. Il faut la doubler d'une information, vous l'aurez bien compris, qui tient compte des volumes. Et une fois que vous avez fait ça, que faire ensuite? Eh bien après, n'oubliez pas la pyramide inversée. Aujourd'hui, l'économie réelle est dépendante de tout le reste. Eh bien ce reste-là, qui est issu des normes techniques administratives, doit être combattu. Je dis bien combattu, c'est un terme fort. Pourquoi? Parce que c'est lui qui déstabilise en permanence, tous les 3-4 ans, et qui crée des craques. Qui peut le combattre? Pas les normes administratives et techniques. C'est pas qu'elles ne le veulent pas, c'est que les lobbies payent pour qu'elles ne puissent pas le faire. Je dis bien, les lobbies payent pour qu'elles ne puissent pas le faire. Ce n'est pas une critique des instances, c'est une réalité de marché. Les lobbies sont là et ils payent. Que ce soit politique, tout le monde le dit, et il ne faut pas se cacher les yeux, ce n'est pas négatif ce que je dis. Par contre, si le particulier dit maintenant, moi, je vous impose que mon argent soit géré dans les volumes, soit géré sur des titres boursiers directs, donc sur des sociétés, et non pas sur des formules mathématiques qui mettent en garantie les titres, là on va révolutionner le système. Comment révolutionner le système? Une première proposition, il faut que les autorités libèrent la gestion. C'est paradoxal, mais aujourd'hui si vous avez un gérant qui fait beaucoup d'allers-retours, d'achat-vente sur les titres, parfois il va gagner, parfois il va perdre, eh bien il va se faire attaquer par l'autorité, sous motif qu'il fait tourner le portefeuille pour faire des commissions. Comme vous l'aurez compris, si on ne fait pas tourner le portefeuille, si on achète et qu'on ne vend pas, et qu'on se contente d'être de la transparence de règles comptables inadéquates, nous continuons, nous perdurons dans l'erreur. La gestion financière, c'est acheter et vendre. C'est pas se contenter de dire, regardez, je suis le meilleur, j'ai vendu 10 titres à tel cours, et on extrapole tout à tous les titres, tout en sachant que ça ne veut rien dire. Mais, que c'est ce qu'on nous demande de dire. Paradoxalement, c'est ce qu'on nous demande de dire aujourd'hui. Vous voulez être dans la norme technique et administrative, eh bien, vous appliquez ce qu'on vous demande de dire.
Par contre, si vous êtes dans cette norme-là, vous n'êtes pas du tout dans la norme humaine et humaniste. Il faut revenir à la gestion. Vos clients, vous devez accepter de dire, voilà, j'ai un gérant qui achète et qui vend, il y a des commissions parce que c'est un travail, et c'est le seul travail qui donne de la valeur à votre argent. Contrairement à la valorisation comptable qui ne vous donne rien du tout, que des craques. C'est le seul travail qu'on demande au gérant et il doit être rémunéré sur ce travail. Au demeurant aujourd'hui, que se passe-t-il? C'est du rasé gratis. On dit non, mais on gère, mais en fait ce n'est que des valorisations comptables. Mais on est tombé dans le concept complètement stupide, puisqu'aujourd'hui on vous indique des performances qui ne sont pas réalisables, d'accord, par tous les porteurs de parts. Par contre, les professionnels pour vivre, puisqu'ils ne peuvent pas gérer réellement et prendre des commissions sur les achats-ventes, ils ont mis des commissions de surperformance. C'est-à-dire qu'ils vous disent, voilà, il y a un indice de référence, donc une base de calcul, et tout ce qui serait au-dessus, on va prendre une partie en commission de surperformance, parce qu'on a surperformé notre indice. C'est-à-dire que les surperformances qui sont prises en cash sont prises sur des valorisations comptables qui n'ont aucune crédibilité. Est-ce que les professionnels sont en faute? Non, pas du tout. Ce sont bien les règles normatives, administratives et techniques qui leur donnent le chemin à suivre. Et s'ils ne suivent pas, comme dit l'AMF, on attaque à la réputation et au portefeuille des professionnels. Il faut revenir à la gestion. Aujourd'hui, à quoi sert l'actualité? Simplement être le support d'une explication de quelque chose qui est inexplicable, puisque le mouvement de hausse ou de baisse boursier, il est tout simplement l'extrapolation d'un problème comptable. Mais on utilise l'information quotidienne en disant, regardez, voilà pourquoi le titre a baissé. Prenons un exemple, souvent vous entendez une prise de bénéfice sur tel titre parce qu'il a trop monté. C'est n'importe quoi. Si les gens devaient prendre vraiment le bénéfice, ils devraient vendre, mais il y aurait un tel afflux de vente qui ferait baisser le cours. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans beaucoup de professions, ce n'est pas une critique de ma profession, ce n'est pas une critique de l'AMF, ce n'est pas une critique des professionnels, des gérants, des sociétés de gestion. J'ai été président de société de gestion. C'est une critique du système global. C'est qu'aujourd'hui, nous vendons des concepts qui, quelque part, après, n'ont plus aucune crédibilité par rapport à la réalité. Nous devons revenir à la réalité du prix pour un volume, et pour ça, il faut gérer. Gérer, gérer. Si on ne gère pas, ce n'est plus de la gestion, c'est simplement on affecte quelques titres pour travailler le cours. Et comme ce cours est de façon extrapolée à tous les titres, je vous laisse deviner ce qui se passe. Revenir à la gestion. Il faut revenir également à l'information. Alors une information, que l'on vous donne une information sur, non pas les croyances, on se fout des croyances. Qu'on aille aux États-Unis ou ailleurs, c'est quoi? La gestion, un prix pour un volume. Le reste, on s'en fout, c'est du ressort du gérant. Quelles que soient ses croyances, l'important c'est quoi? C'est le prix pour le volume. Le reste, c'est du cosmétique. Ce n'est que du cosmétique. Il faut que vous ayez un système d'information qui reprenne bien les volumes et qui vous explique, si on passe par les dark pools, par l'économie réelle. En clair, c'est votre tableau de bord humain et humaniste qui va vous permettre de faire vos choix cohérents en fonction du rôle que nous devons tous avoir dans l'État et pour l'État, puisque nous sommes l'État. Aujourd'hui, l'État est malade de sa dépendance aux banques. C'est nous qui pouvons corriger ce fait. Attention, quand je dis aux banques, ce n'est pas un critère négatif pour tout le système de nouveau. Nous sommes tous rentrés par une porte qu'il faut maintenant refermer. Nous devons revenir sur la crédibilité pour tout le monde. Crédibilité d'investissement, savoir où va l'argent. Donc là, souvenez-vous, il y a une charte Humanity Invest avec quelques questions toutes simples. Désirez-vous investir sur l'économie réelle ou l'économie virtuelle? En clair, voulez-vous travailler pour vous et pour l'État ou voulez-vous aller sur des fonds Madoff? Je schématise, c'est pour la compréhension. Désirez-vous investir sur les matières premières? Matières premières, la spéculation débridée sur les matières premières fait 35 millions de morts, rapport au ONU Ziegler, par an. Je suis désolé de le dire, mais Hitler n'en a pas fait autant par an. Toute proportion gardée, naturellement, il ne faut pas aller au-delà de ce que je veux frapper par le chiffre.
n'extrapolons pas autre chose, ce n'est pas l'objet. Il faut également, après, revenir à un système cohérent où tout le monde puisse vivre. Le gérant est payé sur sa gestion, il y a des commissions sur sa gestion. Fin des commissions de surperformance qui étaient un palliatif, ainsi de suite, il faut revenir à de la réalité. Pour cela, je vous propose, à vous particuliers et aux professionnels qui pourraient regarder cette vidéo, de travailler avec les agences d'information financières humainement responsables régionales. Dans chaque région, il va être créé, si ce n'est pas déjà fait, une agence d'information. Cette agence d'information va délivrer toute l'information qui permettra aux professionnels et aux clients investisseurs de faire des choix. Sur les fonds qui seront IHR, donc qui vont donner ce que nous appelons l'information humainement responsable, les volumes, si on passe par le Dark Pools, les bourses grises, si c'est investi sur l'économie réelle, ces fonds seront ouverts à toutes les sociétés de gestion de portefeuille et pour tout le monde. Si cela vous intéresse, je vous propose soit de m'appeler au 06 70 32 70 15, soit de m'envoyer un mail, c comme Christian, .pire, P-I-R-E, arrobase, socio comme sociologie, éco comme économie, PO comme politique, FI comme finance.com. Ça veut dire, cela donne c.pire, arrobase, socio-éco-pofi.com. Entre parenthèses, vous pouvez aller voir le site socio-éco-pofi, puisque là, il y a quantité de développement. Aujourd'hui, si vous désirez développer commercialement ces idées, la personne qui se charge de développer mes idées au niveau commercial, c'est Gilles Langlade. Gilles Langlade est sur Genève. Pourquoi Genève? Parce que toutes les institutions internationales y sont. Et n'oubliez pas que nous faisons de l'humainement responsable, et le but du jeu, c'est du Humanity Invest, on peut investir dans l'humanité, et qu'on va sur les zones les plus larges possibles. Le site de Gilles, c'est www.langlade, L-A-N-G-L-A-D-E-6 df.ch. www.langlade, L-A-N-G-L-A-D-E-6 df.ch. Vous aurez son mail, vous pourrez communiquer avec lui. C'est lui qui développe absolument toutes les idées commercialement au niveau des professionnels ou des privés. Voilà pour la globalité des vidéos. Je ne suis pas un professionnel des vidéos, vous vous en êtes aperçu, c'est évident. Il n'en demeure pas moins que je pense que nous avons parlé vérité, réalité. Je voudrais terminer en dédiant cette vidéo à un ami de Nouvelle-Calédonie, puisque toutes mes thèses ont été développées en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Georges Roudeillac. Je le remercie encore pour tout. Je vous souhaite une très bonne continuation et n'hésitez pas à appeler Gilles. À bientôt. Merci.